Bienvenue sur le Triskaïdécaphilie du mois de juillet 2021. Au programme ce soir, nous avons rien moins que l'inénarrable et incomparable Alex Nikolavitch, qui va nous faire une lecture teaser de sa prochaine œuvre, à sortir très bientôt chez les moutons électriques, Lancelot avançait en armes. Veuillez éteindre vos micros et attacher vos ceintures. Et des masques à oxygène tomberont automatiquement sur le coin de votre gueule en cas de crash. Les sorties de secours sont à l'avant, au milieu et à l'arrière. Et donc, bonsoir tout le monde. Alors, c'est la suite de Trois Coracles cinglés vers le couchant qui racontait les aventures de Uther Pendragon. Là, on se situe une génération plus tard et le jeune Lancelot a quitté son armorique natale pour se rendre en Grande-Bretagne pour se mettre au service du roi Arthur. Le problème, c'est que à sa première rencontre avec un ennemi, il tombe sur le Morholt, qui est un géant que les lecteurs ont rencontré dans Tristan et Isolde, et que le Morholt lui met une danse. Le Morholt lui met une danse, Lancelot met un peu de temps à se rafistoler auprès d'une sorcière guérisseuse rebouteuse qui habite pas loin, et elle lui confie une potion de vérité, une fumée de vérité qui lui permettra peut-être d'affronter le monstre, puisque tout le monde conseille à Lancelot de profiter du fait qu'il a survécu à la rencontre, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde avant lui. Mais il est entêté, il veut pas rester sur un échec, et donc il repart à la rencontre du Morholt. Il arrive le soir dans les ruines où vit le monstre, et donc c'est là que commence notre lecture. Lancelot inspira profondément. Il sortit de son sac de toile le flacon donné par la guérisseuse et lutta un instant pour en briser le cachet. Il ne le vida pas immédiatement, préférant le déposer sur une dalle raisonnablement droite. Un mouvement attira son attention, loin en ville, à gauche de la voie. Une sueur glaciale trempa la tunique du jeune homme. Bientôt la silhouette se précisa. Elle approchait, se découpant sur la faible clarté du ciel nocturne. Lancelot lutta pour maîtriser ses tremblements. Il entendit la chienne halter derrière lui d'une façon étrange, rythmée, sensuelle et presque mélodique. Le vent se leva à nouveau, mais venait cette fois-ci de derrière lui, rabattant la fumée sur l'homme massif dont il distinguait la forme et reconnaissait le pas. Il y avait là un signe évident qu'il était temps d'agir. Lancelot versa le contenu de la fiole sur les flammes les plus petites, au pourtour du feu. La fumée se colora peu à peu, et un lourd parfum capiteux s'éleva dans l'air. « Cherches-tu à m'empoisonner ? C'est nouveau, » dit avec ironie la grosse voix du monstre. « Non ? N'as-tu donc pas peur, toi qui viens me défier armé de... De quoi ? De fumée ? Elle sent bon, ceci dit. Je t'accorderai donc une mort parfumée, ce sera très beau. Oui, j'ai peur de toi, je ne suis pas stupide. Et pourtant tu es là, petit. Mais attends, je te reconnais. Revenir à la charge après la dérouillée que tu as prise, je pourrais presque te respecter pour ça. » Le géant sembla prendre conscience de ce qu'il venait de dire. Il recula d'un pas. Lancelot se releva lentement. « Je te crains, Morholt, mais j'ignore ton vrai nom. Pourquoi cela ? » Il m'a été pris. J'ignore le tien aussi, d'ailleurs. Le mien est parti. Et qu'en reste-t-il ? Tous m'appellent Lancelot, désormais. Pourquoi ? C'est ainsi, répondit le jeune homme en haussant les épaules. Je suis déçu, Lancelot. Je m'attendais à une histoire derrière cela. Et pourquoi ? La tienne est-elle donc bonne ? Le géant ouvrit la bouche mais se ravisa. Une veine sur son front palpita un instant. Les vapeurs de la guérisseuse le poussaient aux confidences, mais des années de mutisme et de solitude semblaient lui avoir engourdi la langue. Tu te poses beaucoup de questions, Lancelot. Cela me déplaît et nuit à la bonne opinion que j'aurais pu avoir de toi. Bien, à ta guise, Morholt. Ne m'appelle pas ainsi. Comment alors ? Le glaive, donné par Ambrosius, pesait lourd aux côtés de Lancelot. Pour se donner une contenance, il posa la main sur le pommeau, comme il l'avait vu faire par des chefs. Cela lui permit de dominer le léger tremblement de ses genoux. « Petit coq, va avoir ton vantard !» cracha le géant. « J'attends ma réponse. Et tu l'attendras longtemps encore. Pourquoi ?
Pourquoi? Parce que je me trouve victime d'une malédiction. Je me suis engagé en mon nom propre envers un roi que j'ai trahi ensuite. Voilà pourquoi. D'un pas lourd, le géant s'approcha. La colère flambait dans son regard. Toi? Trahir? Un roi qui t'aurait à ses côtés te comblerait d'honneur, pourtant, observa Lancelot. Cela arrêta net l'avancée. Le Morholt jeta un regard goguenard au jeune homme. Puis il finit par s'asseoir en tailleur, déposant devant lui son épieu. Lancelot l'imita, déposant son épée parallèlement à l'arme immense. Et pour quelqu'un qui disait crever de frousse, je te trouve du cran, petit. J'ignorais que je le trahissais, figure-toi. J'aimais mon roi, profondément. Que s'est-il passé? Tu le sais peut-être, ou pas, mais en Erin, cette grande île à l'ouest que vous autres Bretons appelez Yverdon, l'honneur est régi entre autres par des guesses, des contraintes parmi les plus sacrées et les plus magiques. On ne les viole qu'au péril de son rang, de son nom et parfois même de sa vie. Au fil d'une vie d'homme, les rencontres avec guerriers, chefs de clan, druides, sorcières et forces de la nature finissent par tisser un filet d'obligations, parfois contradictoires. Bien malin celui qui parvient à s'en dépêtrer. D'immenses guerriers, invincibles normalement au combat, sont pourtant tombés pour avoir transgressé des prescriptions qui sembleraient anodines. L'honneur consiste à parvenir à naviguer entre ces fils et à faire toujours le bon choix face à des forces contraires. Cela, chacun là-bas le sait presque de naissance et s'y prépare avant même d'être en âge de porter les armes. Une fois prêt à combattre au nom d'un chef, le guerrier est conscient de ses responsabilités sacrées envers son meneur, ses dieux, sa terre et les coutumes de ses ancêtres. J'étais entré au service d'Ailil Molt Magdati avant qu'il n'accède à la haute royauté de toute l'île, envoyé par mon père pour faire mes preuves au service d'un maître. Ainsi, je serais devenu digne de diriger notre clan, tout en me trouvant lié par des liens subtils mais puissants à une tribu plus forte. En tant que maître du Connacht, Ailil avait des ennemis. Une fois devenu roi, il en eut plus encore. Il ne les craignait pas, je me trouvais toujours à ses côtés, la suite de quoi bien des têtes intrépides ont orné son fronton. Les armées d'Ulster et de Leinster tremblaient à mon approche, et j'admets avoir joui de leur terreur. Je taillais dans leur rang, offrant de magnifiques moissons aux divinités de la mort. Quand Ailil accédait à la colline de Tara, tout changea bien sûr. Le haut roi, arbitre sacré plus que monarque, ne se combattait pas avec les mêmes armes qu'un simple roitelet de la côte. Et, tel un glaive trop longtemps laissé au fourreau, je me rouillais. Mon roi m'envoya faire des tournées, de plus en plus longues, pour tirer des soutiens et faire peur aux indécis ou aux adversaires. Je devins donc diplomate, d'une certaine manière. Imagines-tu donc cela? Je te vois sourire, et si je ne tolère généralement point la moquerie à mon encontre, je me dois de t'accorder celle-là sans exiger son habituel prix de sang. J'étais bel et bien ridicule dans ce rôle. Si mon roi n'avait été si sérieux en m'envoyant parcourir les collines d'Erin, j'aurais fini par croire qu'il avait fait de moi son bouffon chargé de le divertir par de maladroites pitreries. Partout je parlais en son nom, et j'engageais mon honneur sur le sien. J'étais devenu la voix tonnante du roi. Oh, certes, en chemin, il m'arrivait de nourrir ma lance du sang de quelques brigands ou pillards, mais les interminables palabres et banquets où on s'échangeait des paroles creuses et convenues équivalaient pour moi à la plus morose des inactions. Peut-être était-ce là le guess le plus puissant et le plus contraignant de tous, parce qu'il n'avait pas eu besoin d'être formulé. Chevaucher sans rougir le fer me tuait à petit feu. Tout en étant comblé d'honneur, et reçu comme un prince à chaque étape, je finis par laisser le poison de l'aigreur s'insinuer en moi. Je n'avais jusqu'alors vécu que pour la tension précédant la bataille, et pour la libération brutale de mes forces face à l'adversaire. Mais désormais, même l'ennemi le plus farouche de mon roi m'invitait à sa table et partageait avec moi le morceau du chef. Je me refusais à être dupe de toutes ces simagrées, mais mes ordres étaient formels. Je ne devais lever la main sur personne. Je devais écouter mensonges et flagorneries jusqu'à en devenir fou. Vint le jour où j'arrivais à Athlat, au bord du Noir Marais, une place forte des fils de Niall. Cette famille puissante n'avait jamais fait mystère de ses ambitions. Ailil les craignait et m'avait envoyé juger de leurs intentions. Leur hostilité n'avait de fait rien de secret. Ils me la montrèrent par 1000 détails, s'arrêtant juste avant l'insulte. Je subis leurs allusions, leur façon d'attendre 2 respirations de trop avant de me servir au banquet, les murmures tout juste perceptibles, les remarques compassées. Je restais quoi? Je me trouvais sous leur toit, soumis aux règles des hôtes, quand bien même ils les détournaient. Ils me retenaient par des négociations sans fin, leur chipotage inepte sur des questions de préséance ou de territoire, sachant parfaitement qu'ainsi ils me mettaient à la torture. Un soir que j'avais noyé mon ennui et ma colère dans beaucoup trop d'hydromel, je n'y tins plus.
Il ne resta bientôt âme qui vive dans la grande halle des fils de Nial. J'exterminais les hommes valides, les femmes, les serviteurs et jusqu'au bétail en les coupant comme choux. Je déversais sur eux des années de rage contenue, d'humiliation ravalée, de maugrés. Quand ma colère retomba, j'étais couvert de sang des pieds à la tête ainsi que les murs, jusqu'à une toise de hauteur et plus. Mon Seigneur m'avait envoyé comme émissaire de paix, et je m'étais vautré dans le carnage, détruisant mes hôtes jusqu'à ce qu'il n'en reste rien de reconnaissable. C'est partagé que je retournais à la colline de Tara comparaître devant mon maître et roi. Je ressentais une sombre satisfaction à m'être purgé de mon courroux et d'avoir abattu des gens qui demeuraient par le fait des adversaires irréductibles, dont la soumission n'était que de pure forme, un faux semblant dissimulant coups de poignard dans le dos et trahison de toutes sortes. Pourtant, la honte d'avoir failli dans la mission qui m'avait été confiée m'alourdissait le cœur. J'appréhendais le regard que le haut roi m'adresserait à mon retour. Lui-même n'avait jamais été dupe de leurs intentions. S'il m'avait envoyé les sonder, il comptait bien sur ma réputation pour les intimider, les obliger à mettre leurs ambitions sous le boisseau. Mais la clameur du scandale l'atteignit bien plus durement que la rumeur des complots. Pour préserver l'honneur de sa fonction, il me bannit d'un mot. Nous nous connaissions si bien qu'il n'y avait pas besoin de plus. Je traversai la mer et arrivai ici, espérant trouver quelque emploi de mercenaire en Cornouailles ou ailleurs. Mais aux yeux de tous, je n'étais qu'un Gaël, un pillard venu d'Yverdon, indigne de confiance et de respect. Après avoir tenté d'exiger un tribut d'un Watelais local, je repartis et me suis terré depuis dans ces ruines, parmi les morts, là où semble désormais se trouver ma place. La voix du géant, réduite à un filet, se tut enfin. « Retourne voir ton roi, dit Lancelot avec douceur. Implore son pardon, à genoux, ou face contre terre. Tu retrouveras ton rang, j'en suis sûr. » Non. C'est là ma deuxième trahison et la plus terrible. En obéissant à son ordre en quittant l'île, je le privai de son bouclier. Il fut abattu par ses ennemis l'année suivante. Et depuis un autre haut roi, l'un des leurs, rend ses jugements sur la colline de Tara. Là-bas, je ne suis qu'un homme ayant failli 2 fois à son maître, un ennemi vaincu et désormais le souvenir honteux de temps révolus. Plus rien ne m'y attend que l'opprobre. Le ciel s'était éclairci, laissant paraître les constellations d'hiver. Sans le feu odorant, les 2 adversaires auraient tremblé de froid. « Tu regrettes pourtant ton île ? Pourquoi tu n'es pas d'ici, gamin ? Regrettes-tu la terre qui t'a vu naître ? Pas vraiment. Parfois, oui, mais je l'ai quitté parce que je ne me sentais plus à ma place ici, en Bretagne. Rien ne t'y retenait plus. Et toi, Morholt, rien n'aurait donc pu te retenir en Yverdon ? Non, telle est la force de l'honneur. Je devais abandonner clan, loyauté, chemin familier, amis, amante, sans un regard en arrière. Tu te fais un honneur d'accepter ton déshonneur, murmura Lancelot. Voilà, tu as compris ce qu'est le jeu des guesses. Ce disant, le Morholt jeta un regard étrange au jeune homme. Il finit par sourire, ce qui lui changeait complètement le visage. Lancelot n'avait plus face à lui un monstre, un géant massacreur, mais un homme fatigué et perdu. Tu sais, petit coq, je ne regrette pas de t'avoir épargné. Les souvenirs que tu m'évoques sont douloureux, mais j'y trouve désormais... Il s'était interrompu, laissant la phrase et la mémoire en suspens. Lancelot n'osa pas rompre le silence. Je nous crois semblables, plus que tu ne l'imaginerais, mon garçon. Accepte donc la bénédiction d'un monstre pour t'accompagner dans tes périples. Elle vaudra plus, je crois, que toutes les marques d'honneur de tous les rois. Elle est sincère et ne s'embarrasse pas de faux semblants. Nous n'avons rien en commun, hormis l'exil ? Plus que tu ne le crois, en effet. Merci beaucoup, en tout cas, c'était très bien. Vous venez d'entendre le S'il y a des teaser. questions. Alors moi, j'aurais déjà une première question qui concerne le titre. Ouais. Comme tu avais dit, le L' est important. Ouais, donc, il y a une subtilité dans l'orthographe de ce Lancelot. Ah oui, puisque Lancelot, tel qu'on le connaît, il n'y a pas d'apostrophe, hein, simplement étymologiquement, alors c'est une théorie parmi d'autres, mais il semblerait que le mot Lancelot vienne en fait de Ancia, le serviteur en latin, et donc que Lancelot, L', ce soit le petit serviteur. Et donc je suis parti de là pour créer mon personnage qui est une espèce de palefrenier ou d'écuyer avant de quitter l'Armorique, et qui petit à petit va devenir le Lancelot qu'on connaît, donc L majuscule sans apostrophe, au fil du temps et au fil de la façon dont sa légende grandit peu à peu en Bretagne. Donc là, dans le passage que j'ai lu, on est encore au L', mais petit à petit, l'autre orthographe va s'imposer, et lui-même va finir par accepter sa légende, ce qui n'est pas le cas au départ. Un peu la naissance d'un super-héros, en quelque sorte. Enfin, toi qui... C'est un petit peu ça. Non, il dit super-héros. Oui, et puis il y a un décalage entre ce que les gens chantent, enfin, sur la
la façon dont les gens le voient et ce qu'il ressent lui-même. Parce que quand son premier combat contre le Morold est une défaite, sa nouvelle rencontre n'est pas un combat à proprement parler. Donc, mais pour beaucoup de gens par la suite, il va devenir le vainqueur du Morold. Et ce décalage-là, il le vit très mal, il est incapable de l'assumer au départ. Donc ça va être une des lignes directrices du roman. D'accord. La façon dont petit à petit il finit par s'assumer et par accepter sa légende. Ce qui est un thème qui avait déjà un petit peu dans le précédent, avec Uther Pendragon, qui se retrouve par la force des choses être le protecteur de la Bretagne, mais qui au départ était juste un chef de clan. Donc assumer ce rôle-là est une difficulté pour lui aussi, parce que ça va avec des responsabilités, avec des conflits qu'il n'était pas prêt à assumer. Dans le cadre de Lancelot, c'est un petit peu différent parce que c'est vraiment le côté légendaire qui va prendre le pas. Ok. Non, là, je t'entendais plus, là. C'est mieux. Alors, attends, je remets une page sur laquelle j'étais parce que j'étais en train de consulter Wikipédia à propos des origines du nom de Lancelot. Il y avait aussi le terme moyenâgeux Lancel, A-N-C-E-L, où on retrouve effectivement le serviteur. Et c'est un terme, ouais, c'est une théorie qui avait été mise en avant dans les années 1840. Voilà, ça vient du latin au départ. Donc là, ouais. Voilà. Enfin, on retrouve un petit peu un côté Perceval dans le mythe de Chrétien de Troyes à travers le passé de ce Lancelot. Ce qui va me poser un problème quand j'attaquerai le tome 3 qui va être consacré à Perceval, et il faut que le traitement de Perceval sera très différent encore. Mais effectivement, en prenant cette option-là sur Lancelot, je le percevalisais un petit peu, quoi. Donc, oui, parce que c'est une espèce de plouc à l'origine, Perceval. Un petit peu, alors pas complètement, parce qu'il est pas, il débarque pas il débarque de sa province, mais il a été quand même formé un petit peu avant. Alors que Perceval, lui, débarque les mains dans les poches de sa forêt. Enfin, il connaît rien au monde. Lancelot, lui, il est caché par sa mère. Voilà. Et Lancelot, lui, a entendu la rumeur du monde. S'il traverse la mer, c'est justement parce qu'il sait qui est le roi Arthur, par exemple, et qu'il veut se mettre à son service. Le Perceval chez Chrétien de Troyes, il est vraiment complètement à la ramasse. Et c'est le Valette, le jeune Nicet, quoi. Ben voilà, il est complètement niais. Enfin, il est obligé de se faire expliquer tout un tas de mots de base. Enfin, comme il sait pas ce qu'est une église, il sait pas ce qu'est une fille. Enfin, c'est assez drôle d'ailleurs dans Chrétien de Troyes parce que ça recoupe un petit peu aussi et je sais pas si c'est délibéré de la part de Toriyama, mais c'est le début de Dragon Ball aussi, où Son Goku sort de sa forêt et découvre les filles et ce genre de choses, et c'est un truc dont il doit faire l'apprentissage. Lors de sa première rencontre avec une dame. Voilà, et on a quasiment la même scène, bon, sans le côté petite culotte, mais dans Chrétien de Troyes, quoi. Alors après, il y a derrière des archétypes. Il y a des archétypes encore plus anciens à la clé. J'avais rapproché ça dans un article de Enkidu, dans l'épopée de Gilgamesh, et il y a ça aussi. Qui lui aussi fait l'apprentissage de la femme pour faire l'apprentissage de la civilisation. D'accord, moi j'avais vu une version un peu plus édulcorée, mais c'était dans un livre jeunesse sur l'apprivoisement de Enkidu qui découvre en fait le pain, l'apprivoisement de Enkidu, ce qui découvre en fait l'humanité par le pain et la bière. J'avais pas entendu parler de sa rencontre avec les femmes. Au départ, il le découvre par le sexe. Gilgamesh envoie une courtisane pour le séduire. Et le problème, c'est qu'il y a une perte d'innocence puisque les animaux de l'oasis où il vit ne le reconnaissent plus comme l'un des leurs à partir du moment où il a fauté, où il est porteur de l'odeur de la civilisation. D'accord. Mais c'est marrant parce qu'on voit un peu un personnage de la Enkidu aussi dans la rencontre entre Lancelot et le géant. Oui, il y a un peu de ça. On est sur des motifs mythologiques super anciens, quoi. Avec un géant très fruste et puis un personnage plus civilisé et un peu plus policé. Même si, en fait, Lancelot, quelque part, se rêve en gros guerrier brutal, sauf qu'il n'est pas ça fondamentalement, et c'est ce décalage-là aussi qui va le travailler pendant 200 pages, quoi. Donc, ça va être vraiment l'histoire de l'acceptation d'un destin et d'un rôle.
Exactement. Pour en Et revenir donc, à l'œuvre de... Ouais. Ah. Pour Chrétien de Troyes, parce ouais. que en fait, apparemment, c'est le premier à se référer au personnage de Lancelot. C'est peut-être même lui qui l'a inventé, non? Alors, on n'en sait rien. Il y a peut-être des sources plus anciennes, parce que de toute façon, sur Perceval, il se fie à des sources plus anciennes, ça c'est clair. Il y a le roman de Pérédour, donc j'ai récupéré une copie pour pouvoir éplucher ça. Il y a un grand nombre de chevaliers de chrétiens, Yvain notamment, qui sont des personnages beaucoup plus anciens qui viennent du front gallois. Lancelot n'a pas d'équivalent dans le front gallois. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit continental, et que même si l'histoire de la forêt de Brocéliande en Bretagne et de la forêt de Pimpon, c'est une invention du 19e siècle globalement, ça fonctionne assez bien si Lancelot est continental. Mais après, oui, on n'a pas la source. Même s'il y a des choses, le pont de l'épée, le pont dans l'eau, la charrette, tout ça semble très fort sa mythologie, sauf que bah, il nous manque des pièces du puzzle. Quand d'autres choses, par exemple, les mises à l'épreuve par Guenièvre lors du tournoi, semblent être complètement de l'époque de Chrétien, et a priori, mais là ça peut sans doute se disputer aussi, semble la création de Chrétien. Oui, il remet un peu au goût du jour des vieilles légendes. Apparemment, la première fois qu'il apparaît, de façon certifiée, parce que peut-être que d'autres écrits ou légendes orales se sont perdus, c'est dans Érec et Énide de Chrétien de Troyes, où il est présenté comme le 3e meilleur chevalier du monde. Et petit à Et ensuite, petit, sa légende agrandit aussi, quoi, y compris dans le contexte de la table ronde. Et Érec et Énide, par contre, ça reprend. Et... Ah, tu m'entends pas bien? Là, c'est entrecoupé. Ok. Et Érec et Énide, ça part aussi de légendes galloises. Donc il a accès visiblement à un fond plus ancien, et il semble avoir un accès assez important à ces sources-là. Sans qu'on sache d'ailleurs sous quelle forme. Est-ce qu'il l'a eu oralement? Est-ce qu'il a accès à des textes? Ça, on n'en sait absolument rien. Pas facile de retrouver des origines et des documents testant de ses recherches. Voilà, surtout que les choses sûres et certaines qu'on a sur Chrétien de Troyes lui-même, elles sont en fait très très limitées. Même le fait, moi j'avais appris à l'école que c'était un chrétien converti, un juif converti au christianisme pour pouvoir travailler à la cour, et donc c'est pour ça qu'il a pris le nom chrétien. Même ça, c'est pas avéré en fait. Même ça, c'est un truc dont les sources sont un poil plus tardives. D'accord. Donc c'est possible, mais on peut pas le certifier absolument. Donc la biographie de Chrétien, elle est elle est extrêmement floue. Enfin, comme pas mal de gens d'ailleurs à l'époque. C'est déjà pas mal qu'on ait. Oui. C'est déjà pas mal qu'on ait retrouvé autant de traces de ses œuvres, parce que je pense que il fait partie des auteurs médiévaux à l'œuvre la plus abondante et la plus riche. Heureusement, elle a été beaucoup copiée. Donc ça, c'est ce qui est toujours intéressant, parce que même compter le nombre de copies existantes d'un texte permet aussi d'avoir une idée de son importance. Vu le temps que ça prend à copier un manuscrit à l'époque, un texte qui est beaucoup copié, ça veut dire que les gens le veulent. Et donc ça, c'est un indicateur vachement intéressant. C'est-à-dire qu'il avait déjà pas mal de. Enfin, il était très connu et réputé, et on ne sait pas dans quel cadre il faisait ses lectures. Même par la suite, les textes avaient une réputation qui font qu'ils ont continué à circuler après sa mort. Pour ça d'ailleurs qu'il a eu des continuateurs, puisque le Perceval était resté inachevé. Il y a 2 auteurs qui ont écrit des fins de Perceval, qui ont continué Perceval et qui l'ont achevé, qui l'ont terminé. Mais ils l'ont terminé sans qu'on sache à partir de quoi, parce qu'on ne sait pas exactement. Même on ne sait pas du tout comment Chrétien comptait finir son texte. Et en fait, on n'est même pas sûr qu'il le savait lui-même. Peut-être que c'est pour ça qu'il l'a laissé en plan, d'ailleurs. Il y a eu une bonne inspiration.
Ou alors il était peut-être occupé à faire des recherches pour le terminer. Et puis, il avait peut-être du boulot aussi à la cour. Enfin, il y a peut-être des textes qu'on lui demandait avec plus d'urgence. Enfin, on sait pas exactement pourquoi ça n'a pas été terminé. Après, oui, il est peut-être mort tout bêtement avant, mais c'est déjà, mine de rien, un gros morceau. Enfin, c'est un texte qui est déjà très long et puis qui est assez labyrinthique parce qu'on ne suit pas que Perceval, on suit aussi toutes les aventures de Gauvin et ça se croise pas beaucoup. Donc, ça devait se croiser sans doute plus loin, mais on ne sait pas quel était le but de toute cette digression, en fait. Non, mais en même temps, il n'y avait pas les codes du roman comme on connaît maintenant, quoi. C'est écrit au fil de la plume. Oui, c'est pas faux, comme dirait l'autre. Céline dit qu'il aimait plus les personnages et il voulait les buter tous. Bon. Ah, c'est possible. C'est une théorie. C'est ce que fait Thomas Malory 2 siècles et demi plus tard quand il écrit Le Morte d'Arthur. Oui. Et qu'il fait le bouquin ultime sur la légende arthurienne, qui se termine par le massacre général. Oui, très mal. Alors, Chippo, est-ce qu'il portait des slips en peau de bête? Mais de qui tu parles? De Perceval, Lancelot et tout ça. Alors, tout dépend si si on les situe au XIIe siècle, à l'époque de Chrétien, non. Parce que le slip en peau de bête ne se portait pas à l'époque. Et si on les situe à la fin de l'Empire romain et au tout début des temps barbares, en fait non, parce que les barbares dans la vraie vie n'ont jamais porté de slip en peau de bête, mais en plus, tu le sais, toi, Chipo. Donc, il n'y avait pas de Conan le barbare en slip, peau de bête, quoi que ce soit. Ah non, a priori, ça n'a jamais existé, mais j'ai fait une très bonne vidéo là-dessus, je posterai le lien tout à l'heure. Avec d'ailleurs un générique de Chipo. Oh. Je veux dire que le monsieur ne dit pas que des bêtises. Il fait aussi des génériques. Il en filme aussi. Revenons, si vous voulez bien, à Lancelot, Oui. et surtout à ton texte en particulier. Je voudrais en savoir plus sur le mot Holt et sur le nom ce nom, c'est d'origine celte. Hein. Alors, on ne sait pas trop, parce que le Morold, c'est un personnage assez secondaire, c'est un adversaire secondaire dans Tristan et Isolde. Il débarque, il terrorise la région, il se fait défoncer. Donc, c'est le truc. Mais pour des raisons de structure du récit, je voulais construire l'apprentissage de guerrier de Lancelot comme une quête initiatique celtique, donc en 3 parties avec 3 ennemis, 3 épreuves, 3 leçons, donc comme dans les triades galloises et un certain nombre de textes comme ça. Donc il me fallait des adversaires. Alors j'avais Méléagant, qui est le ravisseur de Guenièvre, ça il était donné de base. J'avais aussi Morgane, la fée, parce que c'est une déesse de la mort. Dans ses versions les plus anciennes, c'est la Morrigan ou la Morrigu en irlandais, qui est une déesse de la mort. Et ça, c'était intéressant. Et elle sert un peu de boss final. Mais en premier adversaire, il me fallait un adversaire. Salut Guillaume. Il me fallait un adversaire qui soit. Alors, comme j'avais 2 adversaires dont le nom commençait par M, j'ai commencé à fouiller un peu dans les histoires arthuriennes pour un ennemi avec un nom M, ce qui me permettait d'avoir une allitération sur les 3 adversaires, ça me semblait plus élégant. Et puis il me fallait un adversaire. Voilà. Et puis il me fallait un adversaire bien brutal, parce que comme il y avait 3 leçons, la première leçon, c'est de toute façon être celui qui tape plus fort ne mène à rien, parce que tu trouves toujours un type qui tape plus fort que toi. Donc il peut pas vaincre le Morold en tapant plus fort, ça marche pas. Il n'a pas la carrure pour, déjà. Et donc, sa première leçon, c'est de savoir aussi comment contourner l'adversaire. Donc, première leçon du guerrier. Et en même temps, il y a aussi, je réfléchissais aussi au péché du guerrier. Et c'est une notion qui va revenir aussi dans le texte. D'accord. Donc, tu as puisé dans les légendes galloises et irlandaises, hein, c'est bien ça? Et là, pour le Morold, directement dans Tristan. En fait, dans Tristan et Isolde. Okay. Parce qu'on voit aussi que tu parles des collines de Dana, du Connacht. Voilà, c'est la colline de Tara qui était le siège de la haute royauté en Irlande. Ouais. En fait, la tribu de Dana, c'est beaucoup plus tôt dans l'histoire légendaire irlandaise.
c'est une tribu divine qui envahit, qui conquiert l'Irlande, qui chasse les anciens dieux, en fait, qui sont des dieux, des géants plus brutaux. On Fomori. a voilà, les Fomorés, et on a une structure qui est un peu celle de la titanomachie chez les Grecs. Donc, des dieux plus civilisés qui balayent les divinités plus frustes et plus primordiales. Oui, jusqu'à ce qu'arrivent les hommes. Enfin, en fait, il y a plusieurs tribus humaines qui se sont même succédées Voilà, il à y a tour de le rôle, remplacement, chassées. les Tuatha Dé Danann sont remplacés ensuite par les Firbolg, je crois. Il y en a peut-être une autre génération avant. Donc c'est et donc le Dana, on est donc vraiment aux origines de l'Irlande. La colline de D'accord. Tara, par contre, c'est une institution qui a vraiment existé, et la haute royauté, donc c'était quelque chose d'électif plus ou moins, où l'arbitre suprême des conflits en Irlande était le haut roi, et qui n'avait pas forcément un rôle militaire, enfin qui avait un rôle essentiellement politique, et c'est pas un chef militaire notamment. Ou très rarement, parce que le dernier roi d'Irlande, c'est Brian Boru, qui meurt en 1054, je crois, à la bataille de Clontarf, D'accord, c'est en assez récent battant finalement. Oui, c'est une institution qui a duré très longtemps. Et donc en battant, parce que je t'ai raté. Là, je Mais t'entends plus. donc voilà, même si l'Irlande n'est pas mon sujet principal, comme j'avais un personnage, le Morholt est donné comme irlandais dans Tristan et Isolde, donc j'ai travaillé sur les coutumes irlandaises, ce que j'avais déjà fait dans les Trois Coracles, puisqu'il y a un moment où Uther échoue en Irlande et est confronté déjà aux guesses de ses adversaires, qui sont contraints dans la façon dont ils peuvent l'affronter par un certain nombre de pouvoirs magiques, enfin de prescriptions magiques. D'accord, ça c'est le guess, c'est ça? Voilà, c'est les interdictions, des espèces de tabous ou de malédictions qu'on trouve dans toutes les légendes irlandaises. En fait, en général, plus un guerrier est puissant et grand, plus il est contraint par un certain nombre de prescriptions de ce genre. Courlane, le grand guerrier irlandais, le fameux chien du forgeron, dont les éditions Ardil sortent un bouquin dessus, lui, il en a notamment un qui l'interdit de manger du chien, qui est son animal totem. Et à un moment, D'accord. il se retrouve confronté à une vieille qui lui offre l'hospitalité, mais la seule chose qu'elle a à lui offrir, c'est un ragoût de chien. S'il accepte, il est en contravention de son tabou, donc il se met en danger. S'il refuse, il contrevient aux lois de l'hospitalité, il se déshonore. Donc, il préfère se mettre en danger que de se déshonorer. Et le fait d'avoir violé le tabou va lui coûter cher par la suite. D'accord, mais bon, le pauvre, il était pris entre le marteau et l'enclume, quoi. Ah oui, mais c'est toujours comme ça dans les trucs irlandais, c'est toujours un peu comme ça, quoi. C'est un des motifs absolument récurrents des légendes irlandaises, comme le destin impossible à échapper, et quelque chose qu'on retrouve tout le temps dans les légendes grecques et les tragédies grecques. C'est un peu Oui. l'équivalent irlandais. D'accord. On se demande comment ils ont pu avoir un tel lien. Enfin, en même temps, des fois, les civilisations très très éloignées peuvent avoir les mêmes tabous ou les mêmes thématiques. Bah oui, et il y a un Oui, très il avait bon intérêt. bouquin de Bernard Sergent qui fait des parallèles très poussés entre Courlane et Achille, où il y a un certain nombre de motifs tout à fait parallèles entre les deux personnages, notamment Entre sa quel prise personnage? d'armes entre Courlane, donc le guerrier irlandais, et Achille Ah, dans ok. l'épopée troyenne, puisque notamment la prise d'armes, quand Courlane prend les armes, il a le choix entre être le meilleur guerrier du monde. S'il prend les armes, il a 7 ou 8 ans à ce moment-là. Il sait qu'il deviendra le plus grand guerrier du monde et que son nom ne sera jamais oublié, mais qu'il mourra très jeune. Et que D'accord. par contre, s'il refuse les armes, il peut vivre très vieux, mais il sera oublié. D'accord. Et donc, bien évidemment, il choisit de prendre les armes. C'est vrai qu'on retrouve pas mal de légendes. Par exemple, la légende de la Belle Dame. Il y a plein de Qui choses comme reprend ça. un peu le mythe de la Belle Hélène. Sa beauté Oui, provoque des malheurs, ouais. Sa beauté provoque des malheurs et des guerres, quoi. le festin avec la pomme de discorde, il a un équivalent dans le mythe celtique avec le festin de Bicrio. Alors,
qui est raconté différemment. Les enjeux sont pas tout à fait les mêmes, mais il y a cette même histoire de discorde et de préséance qui va pourrir les choses et les entraîner entraîner des conséquences. D'accord. Genre, Et on c'est sait comme si en fait on voit pas vraiment les dieux dans les vieux mythes irlandais, quoi. On a l'impression qu'en fait il y a des vieux tabous qui ont été instaurés sans qu'on voit les dieux à l'origine de ça, quoi. Le problème des Irlandais pour ça, c'est que les textes qu'on a, ils ont été copiés par des moines chrétiens. Alors, l'Église D'accord. irlandaise au 8e, 9e, 10e siècle est très ouverte, beaucoup plus ouverte que l'Église continentale. Donc, elle va préserver les anciennes légendes, mais elle va quand même les expurger un petit peu. D'accord. On a le même cas avec Beowulf en Grande-Bretagne, chez les Anglo-Saxons. Dans Beowulf, on n'a quasiment aucune mention des dieux saxons, alors qu'au départ, on est face à une épopée saxonne. Simplement, comme la transcription est faite par des clercs chrétiens, ils ont, pareil, expurgé le texte de Beowulf. Tout s'explique. J'ai lu quelques légendes et pourtant il y a la théologie, le panthéon irlandais est assez important aussi, mais vraiment on Oui, connaît mais pas très bien les rôles de tous ces dieux. Voilà, en dehors du livre des invasions, où on est justement à la tribu de Dana, on a notamment le dieu Lugh, qui en fait partie. Mais sur les épopées, et notamment tout ce qui est Razzia des vaches, qui est la forme épique fondamentale en Irlande, et notamment le grand texte sur Coeur Lane, c'est la Razzia des vaches de poulet. Et on a plusieurs textes comme ça qui sont des récits de coups de main où on va voler les vaches du voisin. Et c'est ça la forme épique de base en Irlande. Sauf que dans le cas de Coeur Lane, c'est un taureau magique sacré, qui a une valeur qui est l'objet d'un défi et d'une jalousie entre un roi et une reine, et que ça entraîne une guerre énorme. Mais la moitié j'exagère peut-être, mais une bonne moitié des épopées irlandaises sont basées sur des motifs liés à des coups de main pour s'emparer du bétail. D'accord. À se poser des questions sur la société de cette époque. C'est le mot. Alors, c'est lequel des deux? Oui, l'ethnonyme, c'est les Gaëls, mais les Scots ont donné leur nom à l'Écosse. C'est un mot qui signifie pillard au départ. D'accord, ok. Le plus puissant était celui qui avait le plus grand troupeau, le plus grand terrain, mais pour cela, il fallait le conquérir. Ouais, celui qui avait ramené le plus de butin. Mais c'est pareil pour Viking. Viking, c'est au départ, c'est pas du tout un nom de peuple, c'est un mot qui signifie pirate, en fait. Donc on parle des Vikings pour parler des Scandinaves, mais en fait, les Vikings, c'est seulement ceux qui montent sur le bateau pour aller piller la gueule des voisins. C'est tout. L'histoire est un long chemin de pillage. Voilà, et puis la façon dont on crée les noms, ça c'est un truc qui m'a toujours passionné, la façon dont on crée les noms de peuples. Pourquoi on appelle les Grecs grecs alors que c'est pas le nom qu'ils se donnent eux-mêmes? Pourquoi on fait pareil avec les Égyptiens? C'est toujours intéressant. Et les Écossais, en fait, le mot signifiait irlandais. Scott, c'est des gens qui viennent d'Irlande, mais c'est les pillards qui viennent d'Irlande et qui achèvent de conquérir l'Écosse, la Calédonie à l'époque, aux alentours du 8e siècle, je crois. Et ils se sont finalement mélangés et ont été assimilés au peuple. Oui, tout à fait. La fusion se fait quand les chefs irlandais épousent des princesses pictes. Et donc, à partir de là, les dynasties se mélangent et il n'y a plus de différence entre les conquérants et les conquis. Et c'est pour ça que c'est ce qui donne le côté très celtique de la culture écossaise. Très bien. Bah oui, de même que le langage et tout, on retrouve quelques similitudes entre le celte irlandais et le celte écossais. Bah oui, parce qu'ils sont en fait, ils sont d'origine irlandaise. Enfin, il y a une forte origine irlandaise. Alors, truc rigolo, il y a un philosophe médiéval du 8e siècle, 7e ou 8e siècle, qui est irlandais, et que dans les textes, c'est Jean Scott Erigen. Et Erigen, c'est quelqu'un qui est né en Erin,
Scott, c'est un Irlandais, donc en fait, c'est Jean Irlandais. C'est comme si on s'appelait Sylvain Dubois. Je dis ça, je connais un Sylvain Dubois, mais il y a ces deux mots qui signifient exactement la même chose, en fait. Enfin, ou à peu près la même chose. Ok, ouais, je vois. Ouais. Ou Pierre Pétrus. Exactement, ouais, même genre de truc. Ok. Est-ce que vous avez des questions? On peut retourner à notre Lancelot. Tu sais quand sortira le roman? On t'a fait une deadline? Alors, j'ai une deadline qui est en octobre, mais en fait, j'aurais fini le premier jet avant, mais j'ai des choses à boucler quand même, à retravailler un petit peu quand j'aurai bouclé le premier jet. Mais les moutons prévoient de le sortir au printemps prochain. On a un peu de marge pour le retravailler en profondeur, mais d'ici le printemps, voilà, je pense que j'aurai pas mal avancé mon prochain, qui sera pas le Perceval, parce que j'ai pas fini de faire mes recherches pour, et qui sera sans doute un préquel des Canaux du Mi-temps. Ouais, tout le monde ne peut pas avoir ta technique de gestion des délais, Nelly. Ouais, non, mais j'ai aucune technique de gestion des délais. Mais en plus, Moi, j'ai éclaté mon planning de sur Lancelot parce que je l'ai commencé, j'ai mis 6 mois à faire le plan et j'ai galéré justement ces histoires de 3 épreuves, 3 ennemis, etc. pour avoir un plan dont je sois complètement satisfait. Il m'a fallu à peu près 6 mois de recherche. Et je m'y suis mis j'ai attaqué la rédaction janvier 2020. Et quand le premier confinement est arrivé, ça m'a coupé les pattes. Ça a coupé les pattes de tout le monde. Ouais, et j'ai pas bossé dessus. Les seuls trucs que j'ai écrits entre février, entre mars 2020 et le mois d'août 2020, c'était une nouvelle, celle pour l'anthologie Marmite et Micro-ondes, parce que j'avais déjà des notes. J'avais déjà des notes pour ce texte-là, et sinon un roman écrit à 4 mains avec une collègue qu'on a lancé justement pour s'obliger à écrire, enfin une espèce de cadavre exquis. Parce que sinon, sur un projet perso, et des boulots de commande en BD, mais sur le projet perso, j'étais incapable d'avancer, de me plonger dedans, j'y arrivais pas. Je sais pas à quoi c'est dû, effectivement. On a tous été dans ce cas-là, que ce soit les artistes graphiques, enfin, je suis des dessinateurs ou autres qui ont été complètement bloqués aussi. Et moi, le truc de vivant à la maison, moi, je me disais, le confinement, je vais le faire sur une jambe, ça m'a sabaté quelque chose de pas mal. Ouais, c'est curieux, hein. Enfin, tu te dis, ouais, on n'a plus les transports en commun, on aura plus de temps pour écrire, et où est le loup? Ouais, mais moi, je vis déjà chez moi, quoi. Et en fait, le truc, le peu d'interaction sociale que j'ai, je me suis aperçu d'à quel point c'était précieux. Parce que le truc, à partir du moment où j'en ai eu plus du tout, le vide m'a quasiment englouti, quoi. Ouais, on se nourrit des autres, finalement, quand on écrit, quoi. On trouve des voies qui ne sont pas les nôtres, justement, pour éviter de s'enfermer en soi-même. Exactement. Et là, j'aurais pas pensé que ça aurait été aussi fort, quoi. Ouais, la même. J'ai eu le même ressenti. J'ai passé 4 mois sur une seule nouvelle, tout en traînant sur mon roman en cours. Oui, c'était pour préparer la paix. Et pourtant, j'avais des idées et tout, mais il y a les mots qui venaient pas. Les images étaient là, mais pas les mots. Un truc qui a fini de m'achever, en fait, c'est que pour les éditions Nemos, traduisaient des nouvelles de Lovecraft, des coécritures de Lovecraft pour leur grosse intégrale là, qui sort à la rentrée. Et j'en avais pas beaucoup, j'avais 6 textes. Alors, certains des textes étaient des textes très courts et un peu anecdotiques. Et puis il y en a un qui s'appelle The Last Test, et c'est l'histoire d'une épidémie à San Francisco. Donc il y a des descriptions des rues vides où les gens se croisent des deux côtés de la rue en se jetant derrière en coin et en se méfiant les uns des autres, et un savant fou qui prétend avoir trouvé un remède miracle. En fait, le type est un charlatan à moitié taré. Et là, avril 2020, je suis en train de traduire ça, quoi. Il y a des échos bizarres. Voilà, et à un moment, ça m'a fait vriller la tête, quoi. C'est le truc, j'ai envoyé un mot à Fred chez Mnemos en même temps. Le truc, celui-là, je te le rends pas tout de suite, je l'arrête.
Je vais attaquer le journal d'Alonso Typer où un type se fait bouffer par une maison maudite. Ce sera beaucoup plus direct, ce sera ça ira. Ça me pose pas de problème. Mais le last test, c'est pas possible. Je ne peux pas. Oula. Ah, attends. Micro de globule. Globule, ton micro. Ouais, c'est bon. micro faisait un bruit de ouf, là. Ouais. Désolé, j'ai été obligée de te couper, là. Pas vrai. Chippo, il a l'air d'avoir bien vécu le confinement. Il y en a qui ont profité de leur confinement pour ranger et alléger leurs étagères de bibliothèque. Oh, le salaud! Putain, mais il n'arrête jamais, hein. Je sais pas de quoi il l'a allégé. Non, mais c'est un tacle encore à ton envoyer encontre. des fions, ouais. Oui, c'est un fion qui m'envoie. Salaud. Merde, ça me rappelle la saga U4 aussi en Young Adult. Ça a fait bizarre de reconsidérer le pitch en 2001. Il y a des trucs comme ça où, boum, ça fait complètement... et c'est comme les gens qui disent, mais regardez Les Dents de la Mer avec le maire qui minimise les problèmes pour essayer et qui est toujours là dans Les Dents de la Mer 2, d'ailleurs, qui trouve le moyen de se faire réélire derrière. Et ben, j'ai revu Les Dents de la Mer il n'y a pas longtemps, et effectivement, ça... Grande actualité. Voilà, et le truc, c'était rigolo quand on le voyait dans le temps. Maintenant, c'est beaucoup moins drôle, quoi. Et encore, on risque pas grand chose. Enfin, dans de la mer, si tu vas pas dans l'eau, ça va. Enfin, c'est pas Sharknado non plus, heureusement. Mais bon. Ou Piranha 2, le Piranha 2 de James Cameron, qui était drôle. Oh putain, il était nul. Regarde pas un souvenir. Voilà, j'aimerais bien voir le director's cut de Cameron, parce qu'il a été massacré au montage aussi. Il paraît que le director's cut existe. Ça, j'aimerais bien le voir. Oui, parce que j'avais trouvé que le film était très sombre. Enfin, pas sombre dans le sens que c'était très dark et tout ça, mais c'était mal éclairé de ouf. Oui. Oui, pas très bien les effets spéciaux et ça racontait rien. C'était sans doute un cache-misère. Hein. Ne t'entends plus. On a bien U4, là, je vois le pitch de U4. Ah oui, ça pique aussi. Hein. Ouais. Un virus d'Eta grippal a décimé 90% de la population, à part la génération adolescente de l'époque du roman, parce que seule leur génération a reçu un vaccin qui, par miracle, leur a fourni les bons anticorps. Ça date de 2015. Ah oui, c'est le fléau, mais avec des gosses. D'ailleurs, on a dû pas mal interpeller Stephen King en rapport avec son fléau. Je crois, ouais. Il y a eu d'ailleurs un échange sur Twitter où un type, disait, était en train d'interpréter le bouquin. King intervient et lui fait non, mais c'est pas de ça que ça parle. L'autre fait je l'ai lu. Tu l'as lu au moins pour en parler? J'adore ce genre d'échange. Ça s'est terminé en gros tacle dans sa gueule. Post-apo, mais il reste une élite d'adultes encore en vie. Ah, ça me dit quelque chose. Des gens qui s'injectent le vaccin en catastrophe. Donc, un poil trop crédible à mon goût. Oui, n'est-ce pas? Ouais, surtout avec ce qui se passe en ce moment, parce qu'apparemment, en Seine-Saint-Denis, c'est la cata, il y a très peu de gens, il n'y a pas beaucoup de gens vaccinés. C'est-à-dire que bon, tu as beaucoup de populations qui n'ont pas forcément accès à Internet, qui se sont fait souffler aussi leur place par des populations des autres départements, comme les 92. Ouais. Donc, ça, effectivement, il y a une élite qui a été vaccinée avant les autres. Ah oui, c'est parce qu'on parlait d'inspiration. Je dis, on passe de romans médiévaux au fléau. Oui. Et sinon, pour en revenir au Lancelot, deuxième, alors je m'y étais bien remis en septembre-octobre, je m'y étais pas mal remis. À un petit rythme. Ouais. Je m'y étais remis en septembre-octobre, peut-être même dès août, avec un petit rythme, mais assez régulier, mais très lent. Et puis, quand je suis arrivé à la rencontre avec Guenièvre, en fait, j'ai jamais écrit de romance vraiment. Et là, il fallait que je me confronte au truc quand même de plein fouet. Et ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple non plus. Donc, je pense m'en être bien tiré. J'espère m'en être bien tiré, mais j'ai un petit peu souffert sur cette partie-là. D'accord. Oui, t'as pris un risque.
Bah voilà, mais de toute façon, c'est toujours intéressant de prendre des risques littérairement, mais puis d'écrire des trucs dont on n'est pas sûr de savoir les faire, ça c'est toujours, c'est comme ça qu'on apprend. Oui, ça sert à quoi de rester sur les mêmes thématiques, les mêmes types de romans? Enfin bon, c'est intéressant de changer d'univers. Ouais, Et passer de la exactement. science-fiction à Escaton ou les chatons, Oui. romans médiévaux. Et puis un truc aussi, c'est que j'ai pas vraiment de scène de sexe non plus dans les bouquins. Et quand j'en ai une, bah, c'est celle dans Les Trois Coracles. Comme je parle de Peter Pendragon, c'est quand même une scène de viol, quoi. Enfin, le truc que Oui. ma seule scène de sexe descriptive soit une scène de viol, c'est un truc. Alors j'ai été coincé avec la légende, mais bon, c'est pas un truc avec lequel j'étais parfaitement à l'aise. Donc montrer de l'amour-passion avec de la tendresse et tout ça, pouvoir le travailler ça, ça me semblait important aussi. Il fallait que je le fasse et que je le fasse bien, justement en contrepoint de la scène qu'il y avait dans Les Trois Coracles. Bon, je pense m'être pas mal tiré, mais qui est quand même une scène difficile, quoi. Donc là, il fallait Les deux, c'est qu'ils difficile. mettent le repère. Bah, de toute façon, c'est des scènes pas simples. Je t'entends plus. Ouais. Ouais. De toute façon, ce genre de scène, c'est pas simple. En tout cas, c'est pas simple pour moi à écrire. Mais là, en plus, voilà, il y avait en plus un besoin important. Il y a eu un sifflement bizarre dans les lecteurs. Ouais, ça doit être peut-être les ondes téléphoniques ou autres. On a toujours peur quand on écrit des scènes d'amour. Ouais. Après, les scènes de viol. Une scène de viol, c'est dur et c'est problématique. Ouais. Il faut trouver le ton juste faut le traiter de la bonne façon. Et une scène d'amour tendre, le truc, c'est qu'il faut que ce soit beau sans être nièvre. Il faut pas que ce soit nunuche. Et ça, c'est super dur, en fait. Hein. Donc, c'est pas, ça posait des difficultés particulières, en tout cas, de mon point de vue. Parce que voilà, enfin, le truc, c'est ok, Lancelot est encore un tout jeune homme et tout ça. Il est nunuche, mais il fallait pas que la scène soit nunuche. Donc il a un côté nunuche lui, mais c'est la difficulté du truc, c'est cet équilibre-là là, qui m'a posé quelques difficultés. Ouais. Bah, c'est dur de se rappeler de nos amours d'antan quand on a dépassé la quarantaine. Non, et puis le truc, c'est qu'en parler, il y a ça, enfin le truc, ça, à la limite, ça se gère, mais arriver à en parler bien, c'est de façon sincère et sans être trop emprunté. voilà, et puis il fallait que ce soit beau, quoi, parce que c'est une belle histoire, c'est une histoire tragique, mais c'est une belle histoire, Lancelot et Guenièvre. Et C'est un peu les Tristan et Iseult, quoi. Ouais. Voilà, et bon. Là, La chimère, take my money. Nous, on a Céline qui a déliré à fond sur les chatons, là. Voilà. Volume 1, les chatons dans l'espace. Et volume 2, les chatons qui le gagnent. Volume 3, les chatons contre les méga requins mutants. Et donc, prochain roman de Nikolavitch, crossover d'univers, Lancelot chaton. Normalement, c'est Céline qui est la spécialiste des titres animaliers. Hein. Il faut savoir que, comme Alex a écrit un roman de science-fiction qui s'appelle Escaton, je sais pas si je le prononce correctement. Et voilà, donc il y a eu un détournement avec les chatons. Et du coup, tu vas reprendre une suite d'Escaton avec des chatons ou c'est bon, l'univers est bouclé? Alors, l'univers je détruis l'univers à la fin du bouquin, mais en plus. donc c'est un peu compliqué. Alors, je ne l'ai pas complètement détruit, mais en fait, la suite existe. Mais c'est un peu en scred. J'avais publié en 2002 une bande dessinée qui s'appelle Central Zero et qui pourrait se situer dans le même univers, effectivement, plusieurs siècles après la fin de Escaton. J'ai fait en sorte, en cours d'écriture sur Escaton, je me suis aperçu que j'utilisais des concepts qui se recoupaient. Donc j'ai poussé le truc en utilisant un vocabulaire commun et quelques concepts communs dans Central Zero. Alors Central Zero, ça aurait dû être une tétralogie, et puis il n'y a eu qu'un seul tome parce que il y a eu tout ce qui pouvait déconner éditorialement autour de ce truc-là m'a sauté la figure. Les ventes n'étaient pas mauvaises, mais pas non plus folles.
et on était super à la bourre pour le rendre. Et le dessinateur, qui est un tueur avec un crayon entre les mains, vous avez peut-être vu son boulot récemment aux États-Unis. Tony Faizula, il a fait Dead Inside notamment. Ouais. John Arcudi, c'est un très bon. Et le truc, c'est aussi un gars adorable mais compliqué, qui a trouvé le moyen de voler dans les plumes de l'éditeur sur la qualité d'impression. Il y avait des couleurs un peu bouchées, c'était pas catastrophique et ça créait une ambiance. Mais lui, qui avait passé beaucoup de temps sur ses couleurs, l'a mal vécu. Et il est un peu, t'as un peu fighté. Il a lâché l'affaire. Le temps que je trouve un autre dessinateur à peu près du même niveau, l'éditeur avait dit, mais de toute façon, voilà, le truc, les ventes sont pas, enfin, ça valait le coup de continuer avec le même dessinateur. Changer de dessinateur au tome 2 alors que les ventes sont pas folles non plus, on va arrêter là. Ah, purée. Et donc, voilà, j'ai récupéré les droits. Je ne sais pas exactement quoi foutre, mais du coup, si les gens veulent un truc qui se passe, on le trouve encore en occasion assez facilement, Central Zero. Si les gens veulent savoir à quoi ressemble l'univers après la fin de Eschaton, ça existe. Et que peut-être qu'un jour, je reprendrai ça et puis j'en ferai un roman, un gros roman qui ira au bout de l'histoire. Mais c'est pas encore dans les cartons. Et puis, l'appétence de mon éditeur pour le space opéra étant ce qu'elle est, voilà, faut peut-être que, comme c'est pas un genre qui se vend beaucoup, faudra peut-être que je devienne un peu le nouveau Jaworski pour pouvoir lui imposer tous mes projets. Donc on n'en est pas encore là. Hélas. Bon, j'ai vu effectivement quel éditeur c'était et bon, ça m'étonne qu'à moitié. Voilà, mais moi j'ai pas eu de souci particulier avec l'éditeur à ce niveau-là. Enfin, le truc, je savais très bien avec qui je signais quand j'ai signé. Le truc des Méditerranéens un peu crapuleux. Enfin, j'ai été élevé par un mec comme ça, donc j'ai pas de souci. Je sais gérer ce genre de profil. J'ai pas de, enfin, le truc, c'est que bien évidemment, j'y suis allé la fleur au fusil en me disant voilà, le truc, en me croyant plus malin que tout le monde, en me disant voilà, j'ai quelques copains qui ont eu des soucis avec cet éditeur. Moi, j'ai un dessinateur qui tue, j'ai le meilleur scénar du monde. Voilà, ça va très bien se passer. Bon, c'est bien ce genre de choses à point l'humidité. Très bonne chose. Eh oui, ça fait partie des épreuves à la Lancelot. Voilà, c'est le truc. Il est important de vivre des choses comme ça aussi pour un auteur, pour savoir gérer ses forces, savoir gérer un certain nombre de choses. Pour apprendre à se relever et dire adieu, ou au revoir à ses projets, ne serait-ce indéfiniment ou pour quelques années. Voilà, j'ai un truc rigolo, c'est que j'ai 2 séries qui sont arrêtées comme ça, une donc chez Soleil et une aux Humano, et à chaque fois c'était du space opéra. Donc le truc, je suis peut-être maudit avec ce genre-là aussi, c'est possible. Peut-être, ou alors faut que tu signes Jodorowsky. Voilà. C'est Chipo qui a mis la couverture, puis c'est vrai que les dessins ils sont chouettes quoi. Ah mais le dessinateur, il y a des décors de folie quoi. Le truc, le dessin animé qui faisait des décors pour dessin animé, et ça se voit quoi. Il y a un sens de la perspective, des distorsions de perspective qui est complètement fou quoi. Il y a un sens du design très très chouette aussi. Donc, c'était très bien entendu là-dessus. Qu'est-ce que tu t'emmerdes? Signe Asimov, personne ne verra rien. Faudra les mêmes rouflaquettes et il avait tendance à être un peu tripota, hein. Ouais. Mais sinon, alors, tu parlais de Jodorowsky, mais le truc c'est que à un moment, il y a eu une reprise des Métabarons, mais j'étais sur les rangs au départ. Et le truc, bon, ça s'est pas fait, mais ça pareil, j'ai gardé mes notes, du truc des Métabarons, j'en ferai sans doute quelque chose un jour, sans les Métabarons. Et pareil, c'est du space opéra bien barré, faut voir ce que j'en fais. Et entre le space opéra, le roman médiéval, et puis une espèce d'uchronie comme les canaux du mi-temps, c'est ça? Oui, c'est du dust punk, de la western fantasy, je sais pas, il y a de la péniche fantasy. Au sens très très large, quoi. Voilà,
C'est des codes de fantasy, simplement l'emballage est du western. Donc moi je trouvais ça amusant à faire. C'est des codes que j'aime bien et Péniche ça punk. permet de renouveler le genre. Tu péniches Apparemment, punk. t'as un Voilà. projet secret, balance chipot. Ah oui, mais ça il est encore un peu trop tôt pour en parler. Justement, c'est une coécriture, donc c'est une coécriture. C'est la fameuse coécriture dont tu as parlé, que tu as évoqué à Nino voilà. tout à l'heure. Exactement. Donc, tu en diras Ça, pas plus. Bien. Mais là, le premier jet est quasi fini, donc on en parlera bientôt. Moi et ma co-autrice, on en parlera bientôt. Bien joué. Déjà, il fallait réussir à aller jusqu'au bout. Puis en plus, tu arrives à écrire à 80. Là, c'était un système de cadavre exquis en mode ping-pong, mais du coup, une fois que le premier jet est fini, il va y avoir un gros travail de reprise du texte pour le lisser, pour en virer les inévitables incohérences. Et puis, stylistiquement, alors il y a des différences de style qui fonctionnent très bien parce qu'on changeait de personnage point de vue. En fait, chacun avait son personnage point de vue. Donc, ça permet de justifier des différences dans l'écriture, mais il y a quand même des choses à retravailler pour resserrer les boulons, quoi. Ouais. Et ça risque d'être un peu plus compliqué. Oui. C'est difficile de s'accorder. Moi, j'ai fait l'écriture à 80 qu'une seule fois pour une nouvelle. C'est rigolo, mais c'est vrai qu'il fallait que je rouvre mon frein pour ne pas essayer d'être trop directrice. Enfin, pas être trop directrice, quoi. C'est vrai qu'en plus, on avait un style différent. Voilà, faut absolument pas mettre d'ego dans ce genre de truc. Faut fonctionner en pure égalité et pas mettre d'ego dans le travail. Sinon, ça fout la merde. Moi, je l'ai fait beaucoup en bande dessinée, en fait. Beaucoup d'ego. Et c'est un exercice compliqué. J'ai écrit combien au moins 6 ou 7 albums en coécriture. Donc à chaque fois selon des paramètres différents. Ou très souvent selon des paramètres différents. Donc c'est parfois, alors, soit effectivement on n'est pas sur un principe d'égalité. Par exemple sur ma série Crusades aux Humano, c'était pas moi qui amenais le projet. Donc celui qui a le dernier mot, c'était mon co-auteur. C'était son idée et j'étais là pour l'aider à accoucher de son idée. Et après en fait on crée un séquencier par album ensemble, et ensuite on se répartissait les scènes en disant bah voilà, tiens, cette scène-là, elle est pour toi. C'est mon co-auteur aimait bien les scènes de grosses bastons et c'est un truc avec lequel je suis moins à l'aise à les écrire. Plus maintenant qu'à l'époque. À l'époque, j'étais vraiment pas bon sur l'action, donc lui adorait ça, donc il récupérait les scènes d'action et toutes les scènes de négociation. Voilà, et toutes les scènes un peu parlotte, négociation, exposition, etc. Ça, c'était mon boulot. Ou certaines scènes d'action, mais plus les poursuites, les scènes un peu tendues, inquiétantes, ça, c'était pour moi. Donc, à partir de là, ça fonctionnait très bien. Il y a eu des ondulades homériques, mais ça a très bien fonctionné et on s'est super bien marré, quoi. Oui, de toute façon, il y avait une part de déconnade dans le projet, hein. C'est quand même le pitch de base dans Crusade, c'est le secret des Templiers, c'est qu'ils ont trouvé une épave de soucoupe volante en Terre Sainte. Donc de base, ils ne pouvaient pas trop se prendre au sérieux, quoi. Non, c'est sûr. Et on s'amusait avec des référents. Voilà, il y avait des références à Akira, enfin des trucs, il y avait des machins délirants. Et moi, en termes de la théorie du complot qui soutenait le truc, moi, mon but du jeu, c'était jusqu'où je peux aller trop loin dans un complot délirant où il y a les Templiers, les Ashigines, la bibliothèque d'Alexandrie, les extraterrestres, Nikola Tesla, les nazis, tout. J'ai essayé d'en mettre un maximum parce que ça me faisait marrer. À bientôt, Chipo. À bientôt. La bise à tous et à tous. Nicolas Chupic. Ouais. Et Map, ce garçon. Mais après, il va partir manger. Ouais. Il y a eu d'autres bouquins où ça a été plus compliqué, sur le premier Burton, sur le premier album sur Burton, la répartition des compétences, ça n'avait pas été faite correctement au départ par l'éditeur, et à partir de là, ça a été un bagne absolu. Alors que mon co-auteur, je m'entends très bien avec. Mais ça avait été complètement compliqué parce que il y avait des directeurs de collection qui avaient des avis divergents sur des choses
et que Ah ouais. il y a un moment où on écrivait, réécrivait. Enfin, sur le premier, on avait créé le découpage avec le co-auteur. J'écrivais vraiment le scénario BD et mon co-auteur le reprenait. Sauf que comme il y a eu des interférences, c'est devenu un foutoir pas possible. Et sur le tome 2, là, on était revenu sur un truc classique où on a exigé que la validation du découpage par l'éditeur soit définitive. Et ensuite, on a pu se répartir les scènes classiquement. Et après, chacun repassait sur les dialogues de l'autre et sur l'écriture de l'autre sur les scènes. Et le deuxième est D'accord. beaucoup plus abouti. Du coup, il est beaucoup plus abouti et beaucoup plus simple. Enfin, plus simple. Non, parce que pendant une partie de la rédaction, le co-auteur, qui est un géographe, était en Tanzanie à faire des relevés hydrographiques. Et donc, des fois, j'avais pas de nouvelles pendant 3 semaines parce que la guérilla avait fait sauter le pylône Internet. Et genre, Ah, purée. Ah ouais, il Donc y avait c'était une vie un peu- d'aventurier. Ouais. voilà, c'était un peu compliqué à cause de ça. Mais sinon, en dehors de ça, les rapports avec le gars étaient très bons, quoi. Bon. Ok. Bon, bah là, il est 20h22. Les gens nous désertent petit à petit parce qu'ils ont la dalle. Je sais pas pour Voilà. toi, mais moi, j'ai faim aussi. Moi Bah, aussi, comme ça d'hab, en commence tout un cas. peu. Je les ai Ça, entendus manger dans la pièce à côté, donc avec la petite pointe de jalousie. Oui, ils ont mangé sans toi. Voilà, c'était prévu. Hein, c'était. Bon, bah, tout ça table alors. Bon, bah, en tout cas, c'était super intéressant. Sibyl, il a dit, on a faim de la suite aussi. Bah, pareil. C'est prévu, là, comme je disais. Si tout va bien, j'ai bouclé le premier jet à la fin du mois et j'aurai attaqué. Là, j'ai un personnage secondaire que j'ai introduit en partie 3 et en fait, ça fonctionne mieux si je l'introduis avant. Ouais. Donc, je dois repartir en arrière. Une fois que j'ai fini mon premier jet, il faut que je reparte en arrière pour retricoter ce personnage. Ça m'arrive assez souvent. C'est pas un souci, mais ça demande Un grand classique. un petit peu de travail pour le faire bien. Donc, j'avais déjà un personnage comme ça que j'avais réintroduit en cours de route dans le bouquin, mais qui est un personnage ultra secondaire, mais que j'avais un peu rétroactivement introduit plus tôt dans le bouquin. Là, c'est un personnage un peu plus important, d'antagoniste secondaire, donc il faut que je le fasse bien. Et du coup, il faut que, j'aurai ça à faire, je pense, début août, mais j'aurai un manuscrit montrable à l'éditeur courant août, quoi. Ok. C'est cool. On demande s'il y aura un replay bientôt. Si tout va bien, ouais, sur YouTube. Sur le YouTube. Et puis voilà. Bon, du coup, C'est mon ingé Nelly, son. merci encore de l'invitation. Bah, de rien, je suis contente que tu aies accepté, parce que bon, au début, t'étais pas très chaud. Ça fait plaisir. C'est surtout, ouais, fallait que je sois sûr du texte que j'avais et que je sois sûr de mon matériel. Quand tu m'en as parlé au tout début, surtout, en termes de matériel, c'était la loose totale. Maintenant, là, j'ai un matériel qui est foireux, mais qui fonctionne. C'est déjà un progrès notable. Ok. Bah ouais, carrément. Les coordonnées du réussi. bouquin, les coordonnées du bouquin Globule, comme il ne sort qu'en mars-avril prochain, on pourra donner les infos, mais voilà, il est un peu tôt pour ça. Par contre, on pourra donner les coordonnées du précédent, puisque le bouquin, c'est la suite d'autres choses. 3 coracles. Ouais. Voilà. Attends, je vais mettre en ligne. 3 coracles cinglés vers le couchant au mouton électrique. Exactement. La chaîne YouTube, généralement, je donne le lien ici quand c'est prêt. Et puis, je le ferai tourner. Je vais juste mettre en ligne la belle couverture de Melchior. Ah non, ok, une grande image. Oh, désolé, mon débit est très lent. Voilà. Mon avatar est trop bien là sur la chaîne. C'est dans Nemo, c'est ça? Oui, non, c'est dans là-haut. Ah, d'accord. Ouais.
Bon, on m'avait dit que j'étais le souci de la gamine dans la haut. Mais bon. Ouais, je craignais que ce soit la gamine, tu sais, qui torture Ah les oui, poissons. oui, qui. Non, c'est la femme, enfin, c'est l'épouse du héros quand elle était D'accord. Ah petite. oui, ok. Ouais. Là. Et on a quasiment le même prénom, donc c'est rigolo. Merci Céline d'avoir fait le lien. Et puis, merci à tous d'avoir assisté à la lecture. Encore merci à Master Nikolavitch pour cet entretien et cette conférence sur Chrétien de Troyes, la littérature médiévale et les gens celtes. Bon, j'espère que j'aurais pas dit trop de conneries, quoi. C'est toujours la difficulté. Oh non, zéro connerie. Zéro connerie. Pas de conneries du tout. Bon, là, moi, je suis un peu en retard, en fait, pour la suite du Trisca, c'est-à-dire en août, à 13, ça tombe à vendredi 13, et je voulais un texte d'horreur, et j'ai pas encore sélectionné mon texte et mon auteur. Donc, honte à moi. Ce sera la surprise du chef pour la prochaine session. Merci à tous, en tout cas. Vive la team Lait de Coco. Et bon appétit. Merci. Merci. À bientôt tout le monde.